Le déroulement de la formation, l'enseignement-apprentissage combine la théorie en salle et la pratique dans les domaines agricoles de l'école et dans les milieux professionnels. Et le niveau de qualification, c'est type A, type B, selon le niveau de l'apprenant à la rentrée. La durée, c'est 3 ans, à raison de 9 mois par an. Le régime de formation, c'est l'internat. Et le stage collectif s'organise périodiquement pendant le cycle scolaire, 23 mars, 24 décembre. Et le stage individuel, pendant les vacances, ça c'est du 24 décembre au 23 mars. Mais là, c'est des attestations que, comme M. Marcelin disait, l'école donne une attestation à l'étudiant ou à l'apprenant. Elle dit, bon, va te débrouiller, tu vas chercher un stage. Si tu en trouves, et après, tu me ramènes l'attestation de l'entreprise ou l'organisation d'accueil. Maintenant, la prise en charge de ce stage, c'est vraiment les parents de l'apprenant. Et le rapport maintenant de stage rédigé est partagé au retour de l'apprenant. Mais des fois, ce n'est pas facile que les organisations acceptent les élèves ou les apprenants lorsqu'il est question de faire un stage. Maintenant, pendant le processus, l'école dispose quand même des domaines. Et à ce niveau, l'élève ou l'apprenant arrive à élaborer un projet et puis il pratique pendant qu'il est en formation. Sauf qu'à la fin, quand il finit de récolter et tout, la récolte n'est pas gérée par lui-même, ça appartient à l'école. Bon, ce qu'il gagne, c'est un peu tout ce qui est opération culturelle, c'est lui-même qui les réalise. Et ça veut dire qu'il va au moins maîtriser les itinéraires techniques et tout ce qu'il y a comme réalité. Les faiblesses qui sont ressorties, c'est que les programmes sont remis en cause par manque de rapprochement avec les activités socio-professionnelles de l'environnement de l'institution de formation. Ça veut dire que généralement, dans les zones d'implantation, vous verrez que si on forme sur le maraîchage et que ceux qui sont à côté évoluent au niveau du vivrier, les apprenants ne peuvent pas aller dans le village et voir vraiment à côté, même si c'est pendant les vacances ou bien pendant les heures de pause, et comprendre comment ça marche. Et il a été constaté que le service examen ne parvient pas à faire une large information dans le temps imparti. Comme on disait hier, le problème de communication, pratiquement, c'est quand le concours approche, on lance par voie des ondes et puis les gens postulent. Mais il n'y a pas une campagne qui vient d'information, de sensibilisation, qui vient informer les élèves ou le potentiel vivrier pour leur dire, attention, aller dans l'agriculture, c'est encore un métier rentable et voilà les avantages que vous allez en tirer. Les référentiels de métiers ne sont pas adaptés au marché de travail. Et il y a autre problème, c'est que dans le domaine de l'agriculture, il y a eu la question filière, question approche systémique. Mais de toutes les façons, si les maillons transformation et commercialisation ne sont pas pris en compte au niveau des écoles de formation, ça devient difficile de se limiter uniquement à la production, alors qu'il y a d'autres acteurs qui vont intervenir. Maintenant, il y a le manque d'accompagnement des sortants à l'insertion socio-professionnelle. Disposition envisagée, le réseau phare, après les premières rencontres, il est ressorti la nécessité d'impliquer les organisations professionnelles dans les conseils pédagogiques pour mieux piloter les réformes des programmes d'enseignement. L'idée là, c'est que dans le pilotage même des programmes de formation, il faudrait que les représentants des organisations paysannes participent aux réflexions pour adapter les référentiels de formation afin que les programmes d'enseignement soient adaptés d'une part et de l'autre part aussi que les organisations professionnelles même s'engagent à faciliter le stage pendant le processus de formation. Maintenant, il y a le renforcement de ce processus de partenariat. En termes de conclusion, le réseau phare souhaiterait vraiment promouvoir cette facilitation pour adapter les programmes d'enseignement aux exigences de marché et de travail, promouvoir la synergie et la concertation entre les acteurs, valoriser l'intervention de chaque acteur et accompagner le processus d'installation et d'insertion des jeunes sortants. Quand je prends l'exemple du FIDA qui a un partenariat avec les organisations paysannes et qui accorde une place importante au niveau des jeunes, il suffirait peut-être qu'il y ait une sorte de concertation entre les organisations paysannes et les écoles pour dire attention, les meilleurs projets d'installation qui vont être élaborés par les sortants pourraient certainement être pris en compte dans les programmes de travail que les organisations paysannes vont financer. Et à partir de là, ça va être une porte d'entrée pour les sortants.
Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Donc, à nouveau, je vais inviter la salle à réagir, à poser des questions. Mais Christian Fusilier, en haut. Merci. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter, il n'y a pas très longtemps, en Guinée, les différentes écoles de formation et puis de m'entretenir avec une partie des membres du réseau Rafargui. Et donc je voulais suggérer 2 ou 3 autres points de réflexion pour votre plateforme, hein, qui paraissent importantes aussi et qui n'ont pas été évoquées. C'est le fait que les formateurs, quand on discute avec eux, tous soulignent le fait qu'ils n'ont jamais eu la chance de profiter de programmes de recyclage, de mise à niveau, ni de déplacement pour aller voir un peu ce qui se passe, y compris à l'extérieur de leurs établissements. L'autre problème aussi qui avait important, qui a été diagnostiqué, c'est le manque de relation entre les centres de formation et les acteurs en région. Que ce soit des ONG, des projets, des programmes mis en œuvre par l'État, les différents types d'acteurs économiques, les petites unités de transformation, etc. Et donc, l'implication de ces acteurs dans la définition des référentiels de formation sous la forme d'une réunion ou 2 par an. Il n'y a pas besoin d'être trop ambitieux, mais juste pour pouvoir échanger sur les types de compétences dont eux ont besoin et éventuellement, pourquoi pas, les propositions de modules de formation continue que les écoles de formation pourraient leur proposer et les définir avec eux. Enfin aussi, le fait que certains des professionnels, comme ça nous a été dit par Marcelin juste avant, sont assez disposés à venir faire des vacations et à venir participer dans les cours. Donc ça, c'est une démarche que les écoles n'ont pas encore entreprise en discutant avec les différents acteurs. Enfin, dernière remarque, la plateforme du réseau phare en Guinée, vous êtes passé très vite sur les objectifs, mais dans les éléments qui paraissent importants, c'est d'être force de proposition. Alors là, je dis ça du côté bailleur de fonds. Vous savez que dans le cadre du C2D, donc le contrat de désendettement développement, il y a 20 millions d'euros qui sont prévus pour la formation professionnelle agricole, enfin la formation professionnelle en Guinée, dont la formation agricole et rurale. Et donc du coup, comme vous le savez, la main est tendue à Rafargui pour dire profitez-en pour faire un point et pour mettre en avant tout ce qui vous paraît pertinent de proposer pour que ça puisse être pris en compte dans le cadre du C2D. Donc c'est un sujet qui mériterait peut-être une mobilisation un peu plus forte, donc être force de proposition, profiter quand il y a une opportunité. Donc je vous redis encore ça, il n'est pas encore trop tard, mais dans 4 mois, ça sera trop tard. Donc faites encore quelques propositions, vous avez encore la possibilité de le faire. Il y a une étude de faisabilité qui va démarrer dans les 2 mois. C'est le moment ou jamais que les membres se mobilisent pour dire voilà ce qu'on envisage pour le moyen terme. Prenez compte de cela pour que vous soyez bien vus dans le paysage. Voilà, merci. Merci. Monsieur Ba, vous voulez réagir Non, moi je pense que vraiment, effectivement, on s'était rencontrés à Conakry lors de la mission. Je pense que nous allons nous remobiliser pour saisir l'opportunité avec le C2D, parce que le réseau étant nouveau et l'enseignement technique et formation professionnelle, il n'y a pas beaucoup de sociétés civiles dedans, il n'y a pas beaucoup d'organisations. Le réseau est la première organisation qui se démarque un peu de l'État, si on peut le dire ainsi. Donc on prend bonne note et je vous remercie. Merci. Donc d'autres questions? Oui. S'il n'y a pas d'autres questions immédiates. Oui. Oui. Alors, enfin, je pose ma question à moi. Comment expliquez-vous la faible présence des organisations professionnelles dans cet enseignement? Où sont les blocages? Quels sont les facteurs qui font que ce dialogue est difficile? Bon, en fait, il y a eu une première expérience, certainement, vous connaissez M. Alpha Babayo. Il a eu à un moment donné à gérer une école. Et là, lui, il a pris l'initiative de venir vers une fédération, la Fédération des paysans.
Et finalement, ils ont développé un partenariat. Les premiers techniciens de la fédération sont sortis de ce partenariat-là. Mais après lui, c'est une question parfois de perception des administrateurs, même des écoles. Parce qu'il se trouve que les relations fonctionnelles des organisations paysannes sont beaucoup plus avec le ministère de l'Agriculture. Alors que l'enseignement technique et la formation professionnelle, là aussi, c'est des écoles d'agriculture. Mais du point de vue tutelle, comme les écoles ne relèvent pas du ministère de l'Agriculture, il se trouve que les gens n'ont pas perçu aussi l'opportunité que les organisations professionnelles offrent aux produits formés. C'est lorsque la situation a eu à démarrer avec M. Alpha Babayo, lui, il a réussi maintenant à faire partager cette occasion-là au niveau de l'administration centrale, au ministère de l'enseignement technique. C'est à partir du moment où les choses ont commencé à aller. Mais il se trouve que, vous savez, les jeunes, le plus souvent, quand ils sont formés, ils sont beaucoup plus orientés vers être employés, salariés. Donc, dès qu'on a le type A ou le type B, on est déjà diplômé. Ça veut dire qu'au lieu de, malgré qu'on a un projet d'installation, on a pratiqué au niveau de l'école, on s'est même frotté les mains pendant qu'on est en train de ramasser le fumier et puis suivre les itinéraires et tout. Ils sont beaucoup plus, ils voudraient être des salariés au niveau de l'organisation paysanne. Or, être salarié au niveau d'une organisation paysanne, c'est très difficile parce qu'il se trouve que les salariés sont pris en charge par les partenaires de développement. Et généralement, quand le fonds qui est mis à disposition, il y a les intrants, il y a la formation, il y a l'accompagnement, il y a les salaires, finalement, vous verrez que le potentiel d'emploi aussi est réduit. Or, si les sortants s'intéressaient à l'installation même, à aller eux-mêmes être producteurs, là, ça devient plus facile. Donc, c'est le fait qu'il n'y avait pas un cadre qui puisse mettre tous ces acteurs-là ensemble, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est en retard à ce niveau-là. Merci. Merci. Anne-Laure, oui. Ma question a déjà été partiellement répondue, en fait, parce que je voulais poser la question de installation ou insertion, et justement, auto-emploi ou salariat. Et donc là, il y a une partie de la réponse qui a été donnée, parce que vous donniez dans les éléments de contexte dans le DSRP le fait qu'on manquait d'ouvriers qualifiés. Donc ouvriers qualifiés, bon, j'imagine dans différents secteurs, mais dans le secteur agricole, bon, je ne connais pas suffisamment l'agriculture guinéenne pour savoir s'il y a justement des grandes exploitations qui ont besoin d'ouvriers qualifiés, etc. Mais ça pose vraiment la question de quel type d'emploi, pour qui. Bon, ça, c'était des choses qu'on reverra plus tard, mais vous avez déjà partiellement répondu, donc merci. Ouais, si je peux me permettre de rebondir. Ah non, attendez, il y a une question. Allez-y. Merci. Je voudrais féliciter Ibrahima de la qualité de sa présentation. Bon, j'ai participé à une mission de formulation, 2 missions plutôt en Guinée, formulation du PNAFA, projet national d'appui aux acteurs des filières agricoles, et mission de supervision. Il est étonnant que cette expérience ne soit pas exposée lors de nos missions, d'autant plus que vous savez très bien le rôle et la place des organisations de producteurs dans la mise en œuvre du PNAFA, CNOPG, Fédération du Fouta Djallon. Je pense qu'il serait important, compte tenu du volet insertion des jeunes, installation prise en charge par PNAFA, de voir comment le FIDA pourrait être davantage impliqué dans cet exercice-là, parce que je pense que c'est très, très important. Au-delà du FIDA, je pense qu'il y a d'autres partenaires également qui pourraient appuyer, donc peut-être avoir une démarche beaucoup plus proactive de communication, et compte tenu des résultats du PNAFA en matière d'insertion des jeunes, il serait intéressant de voir comment accélérer la cadence et tirer profit de ces leçons apprises. Merci, c'est une suggestion. Merci, madame. Très bien. Donc, oui, une nouvelle question de Christian Fusier, ou remarque. Merci. Je m'excuse, mais j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. C'est que la Guinée est quand même un fantastique pays agricole. Hein. Et donc, du coup, ce que j'ai oublié de dire, c'est que
Souvent, je regrette qu'il n'y ait pas des parallèles qui se construisent avec le Cameroun, qui est aussi un formidable pays pour l'agriculture. Et donc, ce qu'on a entendu sur AFOP, la question que je me pose souvent, c'est dans quelle mesure une partie de l'approche à adapter au contexte guinéen ne pourrait pas être raisonnée en disant est-ce que ce qui a été mis en place au Cameroun à travers le programme AFOP pourrait avoir du sens dans le contexte guinéen, mettre en place un socle, créer un réseau de centres de formation, se mettre d'accord sur toute une liste de principes de base, représenter une force pour discuter avec les pouvoirs publics, faire discuter entre eux toute une série d'acteurs autour du foncier, de l'insertion dans les filières, de l'accès au crédit. Bon. Donc du coup, toujours en lien avec ce que je disais tout à l'heure et de la préparation du C2D là, en Guinée, ça peut être une piste à approfondir dans le cadre de Rafargui. Donc je voulais vous y inviter, quoi, si vous acceptez de travailler un peu là-dessus. Et puis l'autre questionnement aussi, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire, qui présente elle aussi pas mal de caractéristiques comparables, où il y a eu pendant longtemps, stoppé par la guerre, mais il y a eu pendant longtemps les centres de métiers ruraux. Alors ça serait un peu long d'expliquer ici de quoi il s'agit, mais en gros c'était une alternative à la formation en centre de formation, mais avec un accompagnement par des conseillers, des projets portés par des jeunes, en mettant à leur disposition des professionnels, des gens qui avaient déjà réussi dans l'exercice, que ce soit pour produire du miel ou pour faire de la petite irrigation ou du maraîchage ou de la production de volailles. Le principe était d'aller chercher un professionnel qui avait déjà réussi et de faciliter un contrat entre un groupe de jeunes et ce professionnel, le conseiller en formation apportant l'accompagnement pédagogique. Ce système-là avait pour vocation de mettre en place un dispositif permettant de toucher des milliers de personnes, jusqu'à 30 000 si le dispositif était en plein régime, avec des conseillers formation. Donc ça, ce sont des alternatives à... on n'est pas vraiment dans l'installation des jeunes, mais on est plutôt dans la confortation d'activités. Donc à la fois par les centres de formation existants, là, on prépare plutôt des jeunes à l'installation, mais avec d'autres dispositifs alternatifs, on peut renforcer les chances de durabilité de jeunes qui sont déjà en train de s'installer. Donc réfléchir à la coexistence de plusieurs dispositifs pourrait être intéressant, et on peut encourager, nous, c'est notre devoir, en facilitant, en proposant quelques moyens pour aller voir, si c'est nécessaire, ces différentes expériences et pouvoir en tirer les leçons. Merci. Merci. Juste avant la réaction, M. Folliot voulait compléter l'idée. Juste une suggestion qui a marché quand même dans pas mal de pays dans le passé, c'est si vous faites par exemple une mission pour aller voir ce qui se passe au Cameroun, n'amenez pas que des techniciens. Essayez de choisir quelques politiques qui pourront vous accompagner et identifier des gens qui pourraient être porteurs, disons, et vous appuyer dans le système politique véritablement dans le futur. Des députés, des gens de l'Assemblée nationale, des gens qui politiquement pourront, ou des directeurs de cabinet, peut-être pas directeurs de cabinet, mais des gens qui sortent dans des cabinets et qui ont une influence et qui peuvent vous aider ensuite dans le pays à supporter politiquement vos idées et vos transformations. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Merci. Vous souhaitez réagir, Monsieur Ba, ou vous prenez note? Ok, très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent, je vais me permettre aussi de rebondir, parce que j'ai l'impression que ce qui se dégage beaucoup, c'est quand même les plateformes de concertation à différents niveaux, aussi bien au niveau des bailleurs, au niveau local, au niveau des territoires, puisque la participation des acteurs professionnels pour la formation, et qui est très en lien avec les questions d'installation derrière, semble émerger assez fortement. Donc peut-être poser une question à la salle, aux différentes expériences, pour savoir concrètement, dans vos différents dispositifs, centres, etc., comment les professionnels, comment les acteurs des collectivités locales prennent part à la formation et à l'installation, du coup. Si vous voulez, ici sur la table ou dans la salle, peut-être aborder cette question. Madagascar, oui, le micro arrive. Ferte. Fata, pardon.
Donc, dans les collèges agricoles à Madagascar, on a l'avantage que 80% du conseil d'administration du collège en fait est constitué de professionnels. Donc il y a des réunions trimestrielles du conseil d'administration qui permet au conseil d'administration d'aller au centre, de visiter l'exploitation agricole, de discuter avec à la fois les formateurs et les élèves. Et cet échange-là permet déjà un premier contact et un premier échange entre à la fois formateurs, élèves et les organisations professionnelles. Mais il y a aussi des interventions régulières sur les différents modules de professionnels en activité sur les points que les formateurs ne maîtrisent pas très bien. Par exemple, je peux parler de l'apiculture qui est un peu compliqué techniquement à gérer. Il y a souvent dans les 4 collèges un paysan apiculteur qui intervient à la fois sur les ruches des collèges et auprès des élèves sur ce module-là. Et enfin, les élèves aussi font très souvent des sorties, des visites d'exploitation agricole aux alentours. Mais il y a une fois par an un voyage d'études qui permet à tous les élèves des 3 classes d'aller plus loin au niveau régional, d'aller visiter vraiment des exploitations plus loin et des OP, des réunions d'OP et tout ça. Donc ils organisent chaque année ce voyage d'études-là. Voilà. Très bien, merci. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, réactions, je vais inviter Monsieur Eldjid Lassen et Benjamin Duriez. Donc Monsieur Lassen est moniteur dans une maison familiale rurale du Maroc, dans la région du Souss, donc dans la région à côté d'Agadir. Et Benjamin Duriez fait partie de l'équipe de l'Union nationale des maisons familiales au niveau du service de coopération internationale. Donc je vous remercie oui, c'est là, ouais, j'arrive, de bien vouloir venir à la tribune. Oui, donc on va faire une intervention à 2 voix. Alors donc sur 3 points. D'abord, de manière globale, présenter un peu l'approche des maisons familiales rurales dans le monde, donc, et après avoir plus un focus sur l'expérience et surtout les résultats en termes d'insertion des maisons familiales marocaines. Et après aussi en lien avec ce qui vient d'être discuté, un regard, en tout cas, et aussi une expérience par rapport aux politiques publiques. Alors, juste en 3 mots, peut-être la plupart d'entre vous le savent, mais quand même pour resituer, donc les principes communs que partagent des maisons familiales dans le monde sont au nombre de 4. La responsabilité des parents et des acteurs locaux. Donc là, on est sur des questions de gouvernance. Donc c'est par exemple une manière aussi d'impliquer les collectivités locales par rapport à la question de Carole. Le fait qu'on est sur une formation générale et citoyenne qui est associée à une formation professionnelle. Donc on n'est pas que sur des savoir-faire, mais c'est aussi donc les savoir-être. Une pédagogie particulière qui est celle de l'alternance intégrative. En France, j'ajoute intégrative parce qu'on parle tellement de l'alternance que voilà, c'est une pédagogie de l'alternance, on va dire, particulière. Et avec l'objectif d'une maison familiale, c'est bien de proposer des formations qui répondent aux besoins en termes de développement local.
Donc ce ne sera pas forcément l'agriculture, et peut-être on y reviendra après. Et juste en termes d'historique et sans développer, voilà une expérience longue en France, longue aussi dans beaucoup de pays africains, pour le Maroc plus récente, la scène en parlera. Et pour nous, donc au niveau des maisons familiales françaises, des partenariats avec plus de 200 maisons familiales rurales dans une vingtaine de pays. Donc voilà. Alors, ce qu'on fait, je vais essayer d'axer vraiment donc, sur le lien formation et insertion. C'est vrai qu'on parle plutôt d'insertion que d'installation, parce que voilà, c'est le projet du jeune qui prime, et ils peuvent être divers. Donc sur les contenus, d'abord, ce qui est vraiment important, et ça répond aussi aux interrogations, c'est comment rendre la formation en adéquation aux besoins du milieu, mais pas uniquement répondre aux besoins des professionnels, c'est derrière aussi répondre aux besoins, aux aspirations des jeunes, des familles, du territoire, et d'où l'importance de ce qu'on va appeler les capacités générales pour se former en tant que personne. On est dans une approche, en tout cas pour nous, humaniste, et je pense qu'elle est partagée par beaucoup. Et puis en même temps, ces capacités générales vont pouvoir permettre aussi de s'adapter aux évolutions du métier, parce qu'on forme un jeune aujourd'hui à un métier, mais le métier dans 5 ans, dans 10 ans, ce ne sera plus le même. Donc il est fondamental qu'ils puissent avoir les ressources, soit pour retourner en formation plus ponctuellement, soit pour avoir les capacités de s'adapter, d'analyser, d'aller lire des revues type La Voix du Paysan en Afrique centrale, etc., pour un peu être toujours dans une démarche de formation continue. Et je précise aussi, je ne l'ai pas dit, c'est vrai par rapport à une des questions de Isabelle en introduction, sur la place de la formation, nous en maison familiale, on se situe à la fois sur formation initiale et formation continue. Ça va dépendre des maisons familiales, mais on n'est pas uniquement fermé juste sur la formation des jeunes qui sont en scolarité, quoi. Également une notion que j'ai voulu introduire ici, que j'ai mis entre guillemets, parce que là je reviens du Brésil et il parle beaucoup de coopérativisme dans les maisons familiales, parce qu'effectivement pour eux c'est aussi derrière donner l'envie aux jeunes de se mettre ensemble, de s'engager dans leur territoire, d'être fiers de leur milieu rural. Et derrière, donc ils ont des modules spécifiques dans les contenus de formation de coopérativisme, d'associativisme. Et c'est pas former des leaders paysans, c'est former des jeunes qui vont devenir des leaders. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'on croit que chaque jeune, en tout cas si c'est dans sa personnalité, il peut devenir moteur, mais on ne décrète pas à l'avance, on ne va pas les repérer, on les prend là où ils sont, et en général aussi, ça peut déboucher sur des projets de groupe, ce qui peut être extrêmement intéressant. Ensuite, d'intégrer une dimension entrepreneuriale, gestionnaire, on va dire, parce qu'effectivement, on est bien sur un métier de l'agriculture et pas une activité génératrice de revenus, c'est beaucoup plus important que ça. Donc c'est vrai que peut-être encore aujourd'hui on pourrait progresser sur cette dimension entrepreneuriale, mais voilà, ça fait partie des objectifs en termes de contenu à ne pas négliger. Et enfin, et je pense que ça devient aussi de plus en plus important, c'est pas encore une grosse priorité pour la plupart des maisons familiales, en tout cas avec lesquelles on travaille, mais cette question du changement climatique aussi. Dans le milieu agricole, on voit bien que les pratiques sont obligées d'évoluer, et donc il faut l'intégrer, en tenir compte dans les contenus. Et donc après, à côté des contenus, c'est comment on les fait passer. On ne va pas parler de transmission, c'est pas trop notre approche, mais c'est donc une pédagogie du réel qu'on pourrait, on a des pédagogues chez nous qui ont formulé ainsi, réussir puis comprendre. C'est-à-dire c'est pas la théorie puis la pratique, c'est tout à fait différent. C'est d'abord, je suis en situation professionnelle, et ensuite, on vient comprendre pourquoi ça marche mieux en semant le manioc avec tel espacement entre les plants, etc., avec des comparaisons dans le milieu, plutôt que de dire c'est comme ça et maintenant vous allez appliquer. De partir plutôt d'une pédagogie qui aussi entraîne un peu tout le monde, qui n'est pas uniquement les jeunes qui ont le savoir et ensuite qui se déconnectent un petit peu des savoirs paysans et locaux. Mais bon, si vous avez une présentation d'AFOP, je suppose qu'il y a une partie sur la pédagogie qui a été abordée, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que malheureusement, j'étais pas là hier ni avant-hier. Alors après, aussi ce qu'on fait, alors je ne l'ai pas mis dans les contenus, mais ça en fait partie, c'est au cours de la formation, accompagner l'insertion. Ça fait partie de ce qu'on souhaite réussir. Alors, on a mené une étude
Donc, dans 4 pays, là, on a sorti un bouquin à l'Harmattan au mois de mars, donc c'est encore tout frais, ou tout chaud, je ne sais pas. Et donc les 4 pays, c'était le Brésil, le Burkina Faso, Madagascar et le Cameroun, donc pour étudier les parcours d'insertion des jeunes. Parce qu'il nous semblait fondamental de comprendre, si on veut mieux accompagner, quels sont les leviers, les freins des parcours des jeunes. Alors, quelques constats. C'est que les motivations à l'entrée en formation sont extrêmement hétérogènes de la part des jeunes. On a des jeunes qui sont vraiment sur un projet, oui, moi je sais ce que je veux faire, je veux être agriculteur, je veux être salarié agricole, on pourra en parler sur le cas du Maroc. Mais aussi beaucoup arrivent en disant, j'ai pas une bonne image de l'agriculture. Je suis là, ça a été un peu dit d'ailleurs, par défaut. Mais grâce à cette pédagogie aussi d'être en lien avec des maîtres de stage qui, eux, sont dans plutôt une logique de... s'ils acceptent de prendre des jeunes en stage, c'est en général qu'ils ont quelque chose à transmettre. Et ils vont mieux le dire que n'importe quel formateur théorique, entre guillemets. Et c'est là que ça construit un petit peu des repères, des personnes repères dans la tête des jeunes, qui leur donnent envie, et ils sortent de formation, en tout cas en cours de formation, c'est clair qu'ils le disent, ils sont fiers d'être paysans, fiers d'être ruraux, et la plupart, effectivement, ont un projet de rester dans le milieu. Par contre, c'est pas évident, justement, de rester dans le milieu, de pouvoir s'insérer ou s'installer, parce qu'effectivement beaucoup auront des projets en Afrique subsaharienne d'auto-emploi, ça a été dit,